Blocage politique, augmentation de la dette, défiance démocratique. La France semble depuis quelques mois dans une crise dont la sortie est difficile à trouver. Emmanuel de Varesquiel, dans son dernier ouvrage intitulé « Rien ne passe, tout s'oublie » aux éditions Talendier, regarde le présent avec les lunettes de l'historien pour montrer ce qui, dans notre histoire, nous permet de comprendre la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors comment l'époque politique troublée que nous vivons entre-t-elle en écho avec notre histoire et notamment avec la Révolution? Quelle est la place de l'historien dans notre société? Bonsoir Emmanuel de Varesquiel. Bonsoir. Vous êtes historien, membre de l'Institut, auteur, je le disais, de Rien ne passe, tout s'oublie. Merci d'être venu ce soir dans Question du soir. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. La dette de notre pays s'est accrue de 2000 milliards d'euros. Chaque heure de chaque jour et de chaque nuit, depuis 20 ans, a augmenté la dette de 12 millions d'euros de dettes supplémentaires. Tous ceux qui vous expliquent aujourd'hui qu'il faut se ressaisir parce que la dette est là, c'est des gens qui l'ont généré, cette dette. Et là, vous pouvez prendre tous ceux qui se sont succédés depuis 40 ans. Tous. Et qui vous expliquent aujourd'hui comment il faut réduire la dette. Mais ils n'ont jamais fait quand ils étaient au pouvoir. Les dépenses publiques, contrairement à ce qu'on dit, n'ont pas augmenté, quasiment pas par rapport au PIB. Ce qui a baissé, c'est les recettes. Parce qu'il y a eu des cadeaux fiscaux, une politique de compétitivité. On a fait des cadeaux fiscaux plus riches au capital, en espérant que ça ruisselle. Ça n'a pas ruisselé. Et ça nous coûte beaucoup. Ça nous coûte 60 milliards d'euros par an. C'est pas la population qui est responsable de cette dette, que je sache. Vous êtes responsable de la dette? Moi, non. Alors je ne voudrais pas vous pervertir Emmanuel de Varesquiel et vous demander de commenter bassement l'actualité, mais du point de vue de l'historien, quel lien tissez-vous entre crise politique et crise de la dette, ou au sens large même crise budgétaire? L'endettement de l'État est une vieille histoire. La dette est au cœur de la montée en puissance de la Révolution. Et elle tient le roi avant que le roi ne soit tenu politiquement par les députés du tiers-État. L'endettement du royaume, après l'intervention française auprès des insurgents américains, on est en guerre avec l'Angleterre quand même de 1776 à 1783. C'est une forme de rattrapage d'ailleurs sur la déculottade de la guerre précédente, de la guerre de 7 ans. La marine royale n'a jamais été aussi prospère que sous Louis XVI, mais ça coûte très cher. Les budgets de la guerre et de la marine ont triplé. Le coût de l'intervention, c'est entre 1000 et 1500 millions de livres. Alors, c'est très difficile de faire une péréquation. Mais en tout cas, la dette représente à peu près, l'intérêt de la dette représente à peu près 30% des recettes du Royaume de France en 1789, 10% des revenus agricoles, et la France est un pays agricole à 95%. Et puis la monarchie est au bord de la banqueroute à plusieurs reprises, en 1770, en 1788. Et au fond, la première décision que prennent les députés du tiers-État, qui sont en même temps des rentiers, et qui sont possesseurs de titres publics, des rentes sur l'hôtel de ville, etc., c'est de mettre les créanciers de l'État et la dette publique sous la protection et l'honneur de la nation. Et au fond, c'est déposséder le roi de son pouvoir régalien principal, qui est de lever l'impôt. Non seulement les députés se constituent en Assemblée nationale, sans demander son avis au roi ni aux deux autres ordres du royaume, mais c'est ce mot merveilleux, ce paradoxe merveilleux de Mirabeau, la dette est le trésor de la nation. Donc ça commence comme ça. Et si le roi convoque les États généraux, c'est précisément parce qu'il est au bord de la banqueroute pour toutes sortes de raisons, notamment pour des questions de dysfonctionnement de la fiscalité, de l'absolutisme monarchique dans les années, dans la seconde moitié du XVIIIe. Mais vous avez pointé une différence. Et de ces inégalités, bien sûr. Bien sûr, et vous avez pointé une différence majeure avec l'époque contemporaine. Vous nous avez bien dit que le créancier de l'époque, la créancier de la seconde moitié du XVIIIe siècle, n'était pas un fonds d'investissement vautour américain ou un étranger expatrié à Singapour. Non, il s'agissait simplement de la classe bourgeoise et de la classe dominante d'alors. Alors, est-ce que cela fait une véritable différence, notamment dans le rapport que l'État entretient à la dette publique ?
Ceux qui font la révolution en juin 1789, c'est la bourgeoisie urbaine. Les sachants, qui savent lire et écrire dans un pays de 26 millions d'habitants, dont la moitié ne sait ni lire ni écrire. Et ce sont eux qui font la révolution, avant que le peuple ne prenne la Bastille et qu'on fasse de la Bastille, le 14 juillet 89, un événement fondateur de la souveraineté du peuple. Mais la véritable révolution, c'est celle de la bourgeoisie qui est représentée par ces quelques 600 députés du tiers-État qui se constituent en Assemblée nationale. Donc, ce sont eux qui tiennent le roi. Et toute la question, et qu'on retrouve encore aujourd'hui, et c'est en ça que la révolution, nous faisons de la révolution comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, c'est en ça que nous sommes les héritiers de la Révolution française. Toute la question a été celle de savoir quelle était la véritable légitimité de la Révolution puis de la République. Est-ce que c'est une légitimité d'assemblée, par les urnes, par l'élection, par les assemblées parlementaires jusqu'à la Convention nationale, ou est-ce que c'est une légitimité de démocratie directe, qui est celle de la rue, qui est celle des sans-culottes des sections parisiennes qui vont marcher, de la Commune de Paris, qui vont marcher sur la Convention nationale pour obtenir des décrets de plus en plus radicaux, et notamment une intervention de l'État, le maximum des prix et des salaires, etc. Et ce conflit de légitimité, entre ces deux légitimités, élection d'un côté et démocratie directe de l'autre, traverse tout le 19e siècle, tout le 20e siècle, jusqu'aux gilets jaunes du début de notre siècle. On va y revenir sur ce conflit de légitimité, mais avant cela, je souhaitais évoquer avec vous le sentiment de blocage qui traverse une bonne part du pays et de l'âme sans doute de nos concitoyens. Vous écrivez, Emmanuel de Varesquiel, « En France, quand ça va mal, on préfère fermer les yeux plutôt que de les garder grands ouverts. On a tort, à chaque crise, on ne réforme pas l'État, on met des rustines et on parle d'augmenter les impôts. Nous avons hérité de la Révolution une culture politique qui ne nous laisse de solution que celle de la table rase. » Fin de citation. Est-ce que vous identifiez là, j'allais dire, un symptôme français ou bien un mal plus profond de notre culture politique ? La révolution, par sa brutalité, elle surgit en quelques jours, elle s'installe en quelques jours, en tout cas déjà dans les mots, au nom de l'indivisibilité de la nation, introduit au fond deux types de culture politique française. Une culture politique qui est plutôt une culture de l'affrontement en lieu et place, une culture du compromis. Les députés du tiers s'emparent de la nation sans demander leur avis aux autres députés des deux autres ordres du royaume, ni au roi. Et donc, cette culture politique de l'affrontement reste très vivace d'un régime à l'autre à travers tout le 19e et tout le 20e siècle. Et je dirais qu'elle comment dire, elle est liée à une sorte de méfiance française vis-à-vis du parlementarisme. Nous sommes quand même en France les champions du monde des envahissements des assemblées parlementaires. Enfin, on l'a fait à 5 reprises sous la Révolution, puis à nouveau, Tocqueville en parle magnifiquement dans ses souvenirs en 1848, puis à nouveau en septembre 1870, et puis en février 34, la droite marche sur le Palais Bourbon. Donc c'est une, si j'ose dire, c'est une vieille tradition française. Donc nous sommes plus ou moins consciemment les héritiers de tout ça. Pour quelle raison ? Pourquoi cette méfiance naît-elle ? C'est parce que les Français estiment que le Parlement est infécond, improductif, qu'il est au fond une assemblée qui ne les représente pas. D'où vient cette méfiance particulière que vous dessinez là ? Parce qu'une partie, sous la Révolution en tout cas, une partie des activistes révolutionnaires considéraient que ce principe émis par Sieyès le 17 juin 1789, qui était un principe de représentation de la nation par délégation, était insuffisant et ne représentait pas véritablement le peuple. Le fait est que, par ailleurs, on arrive au suffrage universel bien tardivement, en 1848, sans parler du vote des femmes qui arrive encore plus tardivement après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a toujours eu cette espèce de méfiance qui est véritablement peut-être dans les gènes révolutionnaires françaises et dont on voit les prolongements à travers la succession des régimes
sur 2 siècles, sur les 2 siècles qui nous séparent de la Révolution. Je reviens tout de même sur cette notion de blocage que vous creusez dans votre ouvrage, Emmanuel de Varesquiel, en vous citant de nouveau. Vous écrivez: on ne sait ni corriger, ni améliorer, ni amender, quelle que soit la couleur politique des gouvernements qui se succèdent. Les discours de politique générale de Michel Barnier en octobre 2024, de François Bayrou en janvier 2025 en témoignent assez, comme s'ils s'inscrivaient dans une vieille histoire des bizarreries françaises. Il m'avait fait penser à la couverture d'un journal satirique de la Troisième République. Aristide Briand était alors aux commandes et venait d'annoncer une augmentation fiscale de 30 milliards de francs. Je vous laisse poursuivre cette histoire. Oui, la caricature est d'une très très grande méchanceté vis-à-vis des décideurs de la fiscalité, mais c'est aussi une méfiance française, cette fiscalité. Et elle était inégalitaire jusqu'en 1789, elle l'est restée, parce que cette mainmise de la fiscalité par la nation conduit tout de même la France à la banqueroute des 2 tiers en 1797. Donc au fond, les principaux lésés de la Révolution, ce sont précisément les rentiers de l'État qui font la Révolution en juin 1789. Donc il y a cette espèce d'ambiguïté comme ça. De paradoxe apparent. Oui, et la Révolution, qui par ailleurs met un point d'arrêt au commerce maritime et aussi à l'industrialisation de la France. On perd quand même probablement entre 20 et 30 ans dans les rapports industriels qu'on entretenait avec l'Angleterre. On perd 20 ans avec la Révolution. Et il y a cette ambiguïté qui est constante entre le rôle de l'État vis-à-vis je dirais, du développement industriel et cette méfiance en même temps vis-à-vis de l'industrie qui s'incarne à travers un personnage comme Robespierre qui met le curseur, après avoir mis le curseur de la vertu entre les aristocrates d'un côté et les patriotes de l'autre, qui à partir de 93 met le curseur entre les riches et les pauvres. Souvenez-vous de cette phrase magnifique de Fouché qui est conventionnelle en mission, le futur ministre de la police de Napoléon. Qui va traverser tous les régimes. Qui traverse, lui, qui passe à travers les gouttes de l'orage, et qui dit à Nevers, alors qu'il est en mission en 93, « Ici, on s'honore d'être pauvre et on rougit d'être riche ». Ça aussi, au nom de l'égalité, qui est posée de façon abstraite dès 1789, il y a cette méfiance-là. Ça aussi, c'est un héritage de la Révolution française. Et alors, quant à cette espèce de... Pardon, je termine par rapport à votre question. Quand cette espèce d'obsession de la table rase, il est vrai que la Révolution, c'est jeter 1000 ans de monarchie aux oubliettes. C'est une sorte de damnatio memoriae vis-à-vis de tout ce que pouvait représenter l'absolutisme monarchique, l'aristocratie et le clergé. Et donc, nous avons un peu cette culture aussi on casse tout et on recommence tout. On a du mal avec la réforme en France. Alors, est-ce que c'est un héritage direct de la Révolution ? En tout cas, la Révolution procède sur un principe de table rase. Ça, c'est absolument évident. On apprend également, Emmanuel de Varesquiel, en vous lisant, que on pleurait beaucoup à la fin du XVIIIe siècle, que l'humeur générale dans le pays était morose, que le rapport de défiance également avec le pouvoir était effectivement très très fort. On pleurait beaucoup. Quel lien vous tissez avec l'avènement de la Révolution de 1789 ? Ça, c'est passionnant parce que c'est pointé du doigt un des paradoxes du siècle des Lumières, qui n'est pas tant le siècle de la raison, mais qui est aussi le siècle des émotions et des sentiments. Pensez à certains textes de Rousseau. Les textes sentimentaux, les confessions, etc. de Rousseau comptent infiniment plus que le contrat social, que cette littérature normative, cette littérature clandestine. Vous avez reçu Robert Darnton il y a quelques jours. Cette littérature clandestine participe pleinement à ce que Jürgen Habermas appelle l'espace public du politique, c'est la montée en puissance de l'opinion publique contre ce qu'on appelait le despotisme ministériel et qui va faire la Révolution française. Et ce sentimentalisme révolutionnaire est récupéré, ce sentimentalisme pré-révolutionnaire. En effet, on pleure beaucoup. La morale l'emporte sur le libertinage, au fond. C'est ça l'histoire des Lumières. Hein. Et va se transformer sous la Révolution en compassion. On va finir, au fond, par guillotiner les ennemis de la République par compassion pour le bonheur du peuple.
Et on sanctifie d'autant la guillotine. On parle de Sainte Guillotine, de notre Sainte Mère la guillotine. Donc il y a cette espèce de continuité autour du sentiment, peut-être un peu dévoyé sous la Révolution et sous la Terreur, entre les Lumières, la seconde moitié du XVIIIe siècle, et la période révolutionnaire. Vous l'avez convoqué, alors nous vous le faisons entendre, cet historien américain Robert Darnton que l'on a reçu à France Culture dans cette émission. Question du soir, il y a quelques jours, il s'exprime justement sur cette humeur pré-révolutionnaire. Je constate en étudiant tous les événements et les reportages de l'époque que les Français, et surtout les Parisiens, avaient le sentiment de vivre une catastrophe. Au début, vers 1740, il y avait de bonne humeur, n'est-ce pas? Louis XV était plutôt galant, etc. Quand il est mort, en 1774, c'était un méchant, un mauvais, un décadent, et toute la cour également. Et ensuite, je suis les événements et je constate une véritable mentalité qui s'est crispée autour de la notion de despotisme. En entrant dans ce studio, Emmanuel de Varesquiel, durant le journal, en baissant la voix, vous m'avez dit « Nous sommes dans une période d'humeur révolutionnaire ». C'est une expression qu'emploie également Robert Darnton. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous sommes dans un pays, dans le pays des passions tristes aujourd'hui, je trouve. Au fond, le cycle décliniste, ça, non ? français, depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui, se décompose, de mon point de vue, en deux parties. Le 19e, et peut-être jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, est une période de construction de la nation. On met en évidence, on invente en partie des événements fondateurs, la fondation de la liberté au Jeu de Paume le 20 juin 89, la souveraineté du peuple avec la prise de la Bastille le 14 juillet 89 et beaucoup d'autres, la fraternité avec la fête de la Fédération le 14 juillet 1790. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, disons depuis les années 1960-70, on est dans une phase de déconstruction de la nation. Ça, c'est absolument évident, avec peut-être ces passions tristes qui l'alimentent, cette déconstruction. Mais je reprends le XVIIIe siècle, je reviens au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle a été une période de très grande prospérité agricole, avec des résultats répartis inégalement, bien entendu, parmi ces 26 millions de Français. Mais la Révolution couronne une période de très grande prospérité, à la fois agricole, commerciale et industrielle française, qui traverse tout le XVIIIe siècle. Donc finalement, on en revient à penser que, en France, très souvent, les imaginaires l'emportent sur la réalité et sur la raison. Et la Révolution s'est faite à coup d'utopie et d'imaginaire. Hein. Victor Hugo en parle magnifiquement dans Les Misérables. Quand vous avez l'utopie au bout de votre fusil, vous faites la Révolution. Quand vous pensez qu'il existe un réel de l'utopie, que l'utopie est réalisable, alors vous faites la Révolution. C'est un peu comme ça que les Parisiens et que les députés du tiers-État deviennent révolutionnaires en quelques mois, en 1789. Et Tocqueville le dit très bien dans ses souvenirs sur la Révolution de 48. Il existe, dit-il, toujours dans chaque révolutionnaire français un homme de lettres. C'est-à-dire qu'au fond, les mots, les discours, les rêves l'ont souvent emporté en France, et c'est en même temps quelque chose d'absolument merveilleux, l'ont souvent emporté en France sur les réalités. Cela résonne avec cette citation du prince de Ligne dans l'ouvrage intitulé, magnifiquement d'ailleurs, « Mes écarts ou ma tête en liberté ». Très beau texte. La citation « S'ils ne sont plus chantants et dansants et galants, les Français deviendront des fous furieux ». Pourquoi remettre cette citation Ligne dans, avait très peur dans ce parcours d'histoire ? Ligne avait très peur que, alors d'abord, il se rapporte à des Français de la seconde moitié du XVIIIe et aux élites françaises parisiennes. Hein. Mais cela résonne aussi avec les passions tristes que vous évoquez. Il avait très peur que les Français ne deviennent sérieux et ne fassent sérieusement cette révolution. Ça a été le cas. Et donc, il a cette considération sur le... Et on le voit aussi dans la langue. Cette langue française portée par Chamfort, par Vauvenargues, par Vivant Denon, par Ligne aussi, qui était plus français que les Français, va se transformer sous la Révolution dans un vocabulaire précisément sentimental et jusqu'à une forme de logorée révolutionnaire qui n'a absolument plus rien à voir avec la clarté de la langue telle que l'entendait Voltaire dans la seconde moitié du XVIIIe.
Et c'est un signe. Et c'est un signe encore aujourd'hui. Je fais des passerelles tout le temps. L'histoire n'est pas une boîte à outils. Hein. C'est encore moins un paradis perdu. Mais je trouve que cette communautarisation de la langue aujourd'hui, cette spécialisation de langue en fonction des sous-groupes de la société, des communautés autour et véhiculée aussi par Internet et par les réseaux, est un signe de la crise sociale que nous vivons aujourd'hui. Dès que la langue se transforme, dès elle évolue, qu'elle se dégrade ou qu'elle ne se dégrade pas, on est là en présence d'une crise sociale. Vous y avez cheminé seul vers le présent, vers le contemporain. Alors je voudrais vous interroger sur ce qui constitue peut-être la singularité, les singularités du 21e siècle à travers deux événements en particulier que vous avez identifiés, Emmanuel de Varesquiel. Et pour commencer, la reprise du festival de Woodstock à Rome, les 23 et 25 juillet 1999. Pourquoi est-ce qu'on a là, selon vous, un événement qui nous fait entrer pleinement dans le 21e siècle, d'autant qu'on se situe en 1999? En fait, je croise deux événements. Cet événement-là, la reprise de Woodstock, où on pensait qu'on retrouverait l'esprit fraternel et peace and love du Woodstock d'il y a 20 ans plus tôt, et les Jeux Olympiques dans le nid d'abeilles de Pékin. Mais on va venir à 2008, mais commençons peut-être par Woodstock. Alors, Woodstock, le deuxième Woodstock, celui de 99, et qui se termine, comme vous le savez, de façon épouvantable en émeute et avec quelques morts d'ailleurs, est pour moi un signe de l'affaiblissement ou en tout cas d'un dysfonctionnement de la plus grande démocratie du monde. D'ailleurs, la suite l'aura prouvé et le prouve encore aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, là, c'est un événement peut-être qui nous donne à penser quelque chose sur le passage du 20e au 21e. C'est cet élément-là qui est symbolique d'un affaiblissement des démocraties. Et puis en parallèle, donc si vous me permettez d'en parler, j'ai été très très frappé pour avoir vu une partie de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, je crois que c'est en 2006. En 2008. En 2008, de cette extraordinaire organisation de cet ordre. On entendait des bruits de bottes en regardant la cérémonie d'ouverture de Pékin quand même. Et je me suis dit, au fond, voilà, c'est la revanche des empires sur les démocraties. Et cette conjonction de coordination entre ces deux événements, pour moi, est assez symptomatique de ce passage du 20e au 21e siècle. Des bruits de bottes et des percussions. Comment est-ce que l'historien que vous êtes travaille justement lorsqu'il identifie des événements comme celui-ci? Après tout, vous avez choisi la reprise de Woodstock et les Jeux Olympiques de 2008. On aurait pu en choisir 8, 10 000, 15 000 autres. Oui, là, ce sont des textes qui sont écrits à la première personne du singulier, qui sont plus subjectifs. Ce sont peut-être des questions d'intuition. Mais l'historien, d'une façon générale, est animé par l'esprit de curiosité, qui vaut pour le passé, mais je ne vois pas comment il ne pourrait pas être curieux des époques dans lesquelles il vit. Et l'historien ne passe pas sa vie à travailler dans une tour d'ivoire. Il est sensible à l'ère du temps dans lequel il vit, et il s'y intéresse, ne serait-ce que par rapport à son travail de ses livres d'histoire. J'ai été le biographe de Talleyrand, par exemple. Georges Lacour-Gaillet, qui a été un très grand biographe de Talleyrand dans les années 30, était obsédé par la question franco-allemande, et pour cause, entre les deux guerres. Et moi, j'ai plutôt travaillé mon Talleyrand autour des heurts et malheurs de la construction européenne, parce que j'écris un Talleyrand dans les années 2005-2010. Et donc, ne serait-ce que les questions qu'on pose à son sujet sont influencées, sinon inspirées, des époques dans lesquelles nous vivons. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais de fin de l'histoire. N'en déplaise à Fukuyama. Et donc, je pense que l'historien se doit de contribuer par une observation parfois souriante, d'ailleurs, aussi distanciée que possible, du monde tel qu'il va aujourd'hui. Parce que quand on éclaire le présent à la lumière du passé, on a une connaissance des continuités et des discontinuités, des héritages, quelquefois à très long terme, que parfois certains commentateurs de l'actualité n'ont pas.
Non pas qu'il soit atteint d'amnésie, mais c'est vrai que dans cette époque où nous vivons de plus en plus enfermés dans le présent et dans l'instant, l'historien est là, au fond, pour rappeler qu'il existe des continuités. Et dans le même temps, Emmanuel Varesquiel, vous nous avez dit il y a quelques minutes que l'histoire n'était pas nécessairement une boîte à outils. Non, parce que je suis très méfiant par exemple, par rapport à cette idée de devoir de mémoire. Je suis très méfiant vis-à-vis de l'usage que je trouve qu'on commémore trop par ailleurs, vis-à-vis de l'usage que font les politiques du passé, qui au fond se servent du passé, des événements, qui les tordent, qui les Les recomposent instrumentalisent. au service d'un discours ou d'un projet politique contemporain. Se servir du passé pour cirer les bottes du présent, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Et c'est pas du tout le travail de l'historien. Le travail de l'historien, c'est de sortir des mémoires et c'est d'analyser la complexité, les paradoxes de l'histoire. Cirer les bottes du présent, on s'en souviendra. Merci beaucoup Emmanuel de Varesquiel pour cette discussion, cet entretien. Vous êtes historien, vous êtes membre de l'Institut et l'auteur de cet ouvrage que l'on recommande donc avec l'équipe de Questions du Soir, Rien ne passe, tout s'oublie, qui a paru au printemps dernier aux éditions Talendier. Et merci également à toutes celles et ceux qui ont pensé et fait cette émission à mes côtés. Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken, à la réalisation Léa Racine.